Bien, donc nous allons voir maintenant quelle est la structure électronique de l'atome de carbone. Et dans un premier temps, quelles sont les propriétés de cet atome? Comme vous savez, l'atome de carbone a pour numéro atomique Z est égal à 6. Alors, quelle est la définition du numéro atomique Z? Vous savez très bien que ce n'est pas toujours, ce n'est pas le nombre d'électrons. Z, le numéro atomique, étant le nombre de charges élémentaires contenues dans le noyau. Quelles sont les charges élémentaires qui peuvent être contenues dans le noyau? Ce sont les protons. Donc, l'atome de carbone a 6 protons et par conséquent, comme l'atome est électriquement neutre, il va avoir 6 électrons à mettre sur les orbitales atomiques. La configuration électronique de l'atome de carbone avec 6 électrons étant 1s2, 2s2, 2p2. Comment on remplit tout cela? Comment on constitue la configuration électronique d'un élément? Et ça, vous le savez déjà depuis l'année dernière. Il faut que la configuration électronique obéisse à certaines règles qu'il faut respecter. Parmi ces règles, vous avez la règle d'exclusion de Pauli, la règle de Hund et la règle de Kleshkovsky. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que ces orbitales atomiques, par exemple, l'orbitale S est une orbitale sphérique, symétrie sphérique. Par contre, l'orbitale P possède 3 cases et ces orbitales sont sous forme de lobes symétriques sur l'axe des X, c'est Px, c'est l'orbitale Px, l'orbitale Pz et l'orbitale Py. Et une chose importante que vous devez savoir également, c'est que ces orbitales se situent sur des axes orthogonaux, autrement dit, l'angle entre chacune de ces orbitales est de 90 degrés. Ceci est important, comme on va le voir par la suite. Bien, quand on regarde le tableau périodique, où se situe le carbone? Vous voyez bien que le carbone se situe au milieu de ce tableau périodique. Vous savez aussi par ailleurs que les éléments chimiques n'existent pas à l'état atomique dans la nature. Les seuls éléments chimiques qui existent à l'état naturel, à l'état atomique, sont ce qu'on appelle les gaz nobles, qui sont l'hélium, le néon, l'argon, le krypton et le xénon. Donc, les autres éléments, pourquoi ils n'existent pas à l'état atomique et pourquoi les gaz nobles existent à l'état atomique? Parce que les gaz nobles ont leur couche périphérique, ce qu'on appelle la couche de valence, elle est remplie. La nature a horreur du vide. Il ne faut pas qu'il y ait de cases vides. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire les autres éléments chimiques pour être stables et pouvoir exister? Il faut que leur couche de valence soit remplie. Et pour que cette couche de valence soit remplie, les autres éléments chimiques, autres que les gaz nobles, ont 3 possibilités. Soit ils vont perdre des électrons, soit ils vont gagner des électrons, et la 3e possibilité, ces éléments peuvent partager des électrons avec d'autres éléments. Donc, qu'ils perdent, qu'ils gagnent ou qu'ils partagent des électrons, tout ceci a pour seul but de pouvoir voir autour de ces éléments chimiques une couche externe remplie. Donc finalement, en résumé, un atome va tendre à perdre des électrons ou à gagner des électrons, ou bien à partager pour avoir la configuration électronique du gaz rare le plus proche. Et quand on regarde la place de l'atome du carbone dans le tableau périodique,
on s'aperçoit que le carbone, est-ce qu'il peut perdre 4 électrons? Est-ce qu'il peut en gagner? C'est extrêmement difficile. Vous devez savoir que pour gagner 4 électrons ou perdre 4 électrons, il faut une énergie énorme, une énergie exceptionnelle, si bien que le carbone, quasiment, il n'a pas la possibilité ni de perdre, ni de gagner des électrons. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement partager ces électrons avec d'autres éléments. Donc, pour revenir à notre carbone, voilà ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la couche de valence, c'est-à-dire les électrons qui se situent sur la dernière couche. Cette dernière couche a pour configuration 2s2, 2p2. C'est la deuxième période du tableau périodique, la deuxième ligne. Et dans cette deuxième ligne, donc, on a les électrons S, 2s, et les électrons P, 2p. 2s peut contenir 2 électrons et P peut contenir jusqu'à 6 électrons. Autrement dit, pour que le carbone soit un élément stable, il faut qu'il ait encore 4 autres électrons puis qu'il puisse voir les 8 électrons sur la couche périphérique. 8 électrons, ça doit vous rappeler quelque chose. C'est la règle de l'octet. Et cette règle de l'octet, ce que vous devez savoir, c'est qu'elle n'est applicable que pour les éléments de la deuxième ligne du tableau périodique. Donc finalement, les molécules organiques sont majoritairement des composés qui vont avoir des liaisons carbone-carbone. Le carbone va pouvoir se lier avec lui-même. Soit le carbone peut se lier avec des atomes d'hydrogène, ou bien le carbone va pouvoir se lier avec ce qu'on appelle d'autres éléments chimiques qui sont qu'on appelle les hétéroatomes. Comme je l'ai dit au départ, les composés organiques contiennent essentiellement le carbone et l'hydrogène, mais ils peuvent contenir d'autres éléments qui sont ce qu'on appelle les hétéroatomes et qui sont essentiellement l'oxygène, l'azote, le phosphore, le soufre et les halogènes, le fluor, le chlore, le brome, l'iode, etc. Et ces liaisons-là vont être des liaisons qui sont relativement stables et vont donner naissance à des composés non seulement avec une grande stabilité, mais des liaisons très solides. Bien. On va voir maintenant une propriété qui est extrêmement importante pour la chimie organique, qui est la propriété d'électronégativité. Qu'est-ce que c'est que l'électronégativité? C'est une des propriétés des atomes, mais dont on ne parle que si l'atome est lié avec un autre atome. Et l'électronégativité, sa définition, c'est la capacité qu'a un élément à attirer vers lui les électrons qui le lient avec un autre atome. Rappelez-vous bien cette définition, rappelez-vous aussi de cette propriété parce que je vais en parler assez souvent dans ce cours. Et cette électronégativité, selon Pauling qui est de 2,5, va donner au carbone une forte tendance à former des liaisons covalentes. Qu'est-ce que c'est qu'une liaison covalente? C'est tout simplement une liaison qui va résulter de la mise en commun de 2 électrons de la couche externe de 2 atomes. Ces liaisons covalentes, ce sont de 2 types, soit des liaisons sigma, soit les liaisons pi. Les liaisons sigma, c'est un recouvrement axial entre les orbitales atomiques. Par contre, les liaisons pi, ce sont des liaisons qui sont plutôt
qui permettent un recouvrement plutôt latéral entre les orbitales. Alors, un exemple de recouvrement axial d'une orbitale S et d'une orbitale P, pour qu'il y ait, attention, il ne peut pas y avoir de recouvrement n'importe comment. Il ne suffit pas de présenter un électron d'une orbitale et d'une autre orbitale et hop, la liaison va se former. Pas du tout. Il faut qu'il y ait une certaine symétrie qui doit être vérifiée avant qu'une liaison puisse s'établir. Par exemple, un atome A qui va venir avec une orbitale S et un atome B qui va venir avec une orbitale P. Il faut que l'orbitale S doit être dans l'axe de l'orbitale P pour qu'il y ait une liaison et que cela donne la liaison AB. Exemple de recouvrement latéral entre deux orbitales PZ par exemple, entre deux atomes A et B. Vous avez deux orbitales, il faut qu'elles soient parallèles entre elles et que chacune contienne un électron pour qu'il y ait ce recouvrement latéral qu'on appelle la liaison pi. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir n'importe quelle liaison à partir de n'importe quel recouvrement. Si la liaison S d'un atome A vienne de ce côté-là par rapport à l'orbitale P de B, il ne peut pas y avoir de liaison. D'accord ? Voilà.